Bonjour à tous et à toutes. Nous avons donc débuté ce conseil par la partie commune avec l'action sociale. Et je laisse la parole à Eila, la directrice, ou à René, je ne sais pas, ou à vous deux. Oui, donc La présentation, je vous en prie. Je vais vous faire la lecture des rapports sur les synergies aux communes CPS. Voilà, la proximité des deux entités, bien qu'aujourd'hui situées dans des bâtiments différents, a déjà permis de mettre en place de nombreuses synergies, toujours existantes à l'heure actuelle. Nous pouvons citer à ce titre la mutualisation de toute une série de frais de fonctionnement, tels que l'utilisation d'un serveur commun, d'une tableuse commune, le nettoyage des bureaux du CPS par le personnel communal, l'aide technique et administrative de nombreux services de l'administration que je tiens à remercier pour leur aide au quotidien. D'autres synergies ont vu le jour plus récemment. Tel est le cas de la collaboration nécessaire dans le cadre du plan d'urgence, du jardin communautaire ou encore de la mise en place d'une aide de devoir. Au niveau des marchés publics, nous avons procédé en 2024 à la réalisation d'un marché conjoint pour la fourniture de mazout de chauffage et un marché est en cours pour la gestion du portefeuille d'assurance. Nous envisageons dans cette optique la réalisation d'un marché conjoint pour l'achat de matériel informatique, l'entretien des chaudières ou encore la réalisation de flyers. La concrétisation de ces marchés permettra un gain de temps pour les services administratifs et un renforcement de la cohésion autour d'une politique de marché commune. Parallèlement aux synergies mises en place en collaboration avec l'administration communale, le CPS de Remicourt est attentif à développer des partenariats extérieurs par la signature de conventions permettant d'augmenter la diversité des services offerts et de répondre aux changements sociétaux. Une convention avec le GAL a ainsi été signée dans le cadre de la mise en place d'un territoire inclusif. Une avec la province de Liège pour lutter contre la fracture numérique grâce au projet Mobility, et une autre avec le Forum dans le cadre de l'insertion professionnelle des usagers du CPS. Nous continuerons évidemment à rester vigilants à la création de nouvelles synergies durant toute la législature. Chaque opportunité de diminuer les coûts pour les deux entités, de faire des économies d'échelle ou d'améliorer les services à la population, à travers une collaboration renforcée fera l'objet de réflexions communes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est pas des remarques, c'est des questions de compréhension sur base du tableau qu'on a reçu. En fin de page 2 et début de page 3, dans la colonne résultats obtenus, j'ai pas bien compris. En fait, chaque fois avant, sur les lignes précédentes, on a chaque fois le résultat obtenu, c'est une phrase, quoi. Et attendu. Non, résultat obtenu, la dernière colonne. Et en fait, je vois ici jardin communautaire, opération boîte jaune, mobilité et implantation du CPS. Je vois qu'il y a des dates, donc j'ai pas compris ce que ça voulait dire en fait les dates là-bas. Et dans le même ordre d'idée, dans la colonne réalisation, de nouveau pour ces points-là, là par contre on avait des dates à partir de quand ça avait été mis en place. Et là on a du texte avec par exemple le jardin communautaire, c'est subside PCDN, fonds propres CPS. Donc je n'ai pas bien compris non plus ce qu'on voulait dire à ce niveau-là. Et étant donné qu'on est dans les synergies qui sont mises en œuvre, je vois dans l'opération boîte jaune et mobitique à déterminer comme si c'était pas mis en œuvre, alors que je crois comprendre qu'au contraire c'est déjà mis en œuvre. Et je vois également dans responsable administratif pour l'implantation du CPS qu'il n'y a personne. Donc ça c'est des questions par rapport à ça. Je m'excuse de les poser toutes d'un coup, mais comme je sais bien deux interventions, je les pose toutes d'un coup. Donc ça c'est des questions de compréhension, quoi. Et dans le tableau des synergies programmées, je vois qu'il y a un article 60 avec de l'insertion professionnelle et je voulais savoir quelle était la différence avec l'article 60 qu'on retrouve dans les synergies existantes qui comprennent également l'insertion professionnelle. Et puis dernière question, c'était pour la résidence service où je vois qu'il y a une coopération entre les deux structures prévues. C'était de savoir si ça avait déjà été un peu plus réfléchi
pour savoir si c'était en termes de financement, pour le lancement de l'étude, ou pour la gestion des chambres, éventuellement, qu'il y aurait une coopération. Donc, autrement dit, sur quoi va porter la synergie, plus précisément, si vous le savez déjà. Pour la résidence service. Ah non, on n'a pas encore. Non, ça n'est pas encore. Dans le service, on n'est pas encore. Nous avons une première réunion ici. Lundi. Lundi, oui. Donc il y a juste l'idée générale de faire quelque chose, mais voilà, sans savoir. Il n'y a rien de concret de toute façon. Donc, ok. Oui. Voilà. Oui. Alors ici, dans les dates, c'était les dates de début de mise en œuvre. C'est 2022-2023. Ah oui, c'est ça, oui. Donc ça, c'est les dates de début de mise en œuvre. Tout à fait, oui. Alors il y avait avec les articles 60, donc il y en a déjà eu qui ont été faits avec la commune, et on espère encore en faire, continuer à pouvoir le faire. Dès qu'on a quelqu'un qui peut convenir aux services communaux, oui. Essentiellement évidemment au service de voirie, on va essayer de continuer à le développer. Mais bon, si jamais dire combien on en aura, parce que bon voilà, c'est tout au fur et à mesure de l'arrivée des gens au CPS qu'on se rend compte des possibilités ou pas suivant les compétences. Et du coup, ça doit être dans le deuxième tableau, ou ça ne doit pas être dans le premier? Oui. C'est une question, je n'ai pas la réponse. Et alors, juste l'histoire là des. Donc, du coup, je comprends qu'opération Boîte Jaune, ça veut dire que la date de mise en œuvre du projet c'était 2022, Mobitic 2022 aussi. Et alors, du coup, c'est quoi qui a déterminé alors? C'est le résultat qui est dans, le. Phase, non? Pardon? Ce sont pas les nouvelles phases, ils sont en développement. C'est fin de page 2 et début de page 3 dans la colonne réalisation. Donc là, à mon avis, il fallait inverser les colonnes, c'était les deux dates de. Peut-être les dates, on doit fixer les dates de commence du cours de Mobitic, c'est ça qu'il y avait déterminé. Pour les nouvelles phases, pour la suite. Ah, donc ça a été. La suite, ça a déjà été fait en 2022, mais ça continue. Oui. Et il y a de nouvelles phases à réaliser, et donc qui sont encore déterminées, qui ne sont pas encore bien fixées pour le moment. D'accord. Et pour le jardin communautaire, alors avec les subsides, etc., c'est pour les quoi ça alors? Alors, le jardin communautaire. C'est aussi en fin de page 2, c'est juste au-dessus de l'opération Boîte Jaune. Donc là, je vois qu'il y a la date 2022, donc qui serait la première phase. Oui, c'est ça, c'est le début. Voilà. Tout à fait. Et puis après quoi, il y a une deuxième phase dépendant de subsides, alors c'est ça? Non, le jardin communautaire, il démarre et puis continue. Donc chaque année, il y a des frais, il faut renouvellement. Donc c'est grâce aux subsides du PCDN, sur fonds propres en partie, ou prix communaux, etc. Alors ça continue sur base de ces. Mais il faut toujours, sur base de une fois qu'il est fait, il n'est pas figé, puisqu'il faut replanter, ressemer. Ok, donc c'est sur base de ça que ça continue. Oui, mais c'est pour comprendre, c'est pour comprendre ce qu'on voulait dire dans le tableau. C'est pas parce que j'avais une idée c'est juste pour savoir comprendre ça. Ok, ça va alors. Bah, je pense que c'était tout. Le reste c'est clair, donc ce n'est pas le truc. Ça c'est donc ça. Donc voilà, ok, ça va. Merci. D'autres questions? Donc ici on ne doit pas voter parce que c'est une petite date. Juste non? On doit voter? Oui. Ok, on va procéder au vote. On va commencer par Marie-Rose. On va tourner comme ça. D'accord. Je t'en prie. Oui. Oui. Oui, excusez-moi. Oui. Mon légèreté. Oui. 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 Sacha. Oui. 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 Il y a Sacha derrière. Oui. Et il y a des Oui. Et oui. Ça va pour les droits? Oui. Tu es un peu dispersé. Tu gères. J'ai lutté. Jean-Marie ne peut normalement pas voter puisqu'il est Désolé, Monsieur Jean-Marie ne va pas. Voilà, ceci clôture notre première partie donc de ce conseil commun de fonds social.
Bien, bonsoir, bonsoir aux donc je déclare la séance ce jeudi 25 septembre ouverte. Donc le premier point, c'est de PV de la séance précédente. Et avant d'y venir, il y avait sur le PV du 19 juin, donc là, une rectification qui a été faite. Pour le point désignation des représentants communaux aux assemblées générales des intercommunales, associations, c'était à Yesbaï, où au niveau des voix, il y avait par 6 voix pour et par. Non, il y avait par 10 voix pour et une abstention, où c'était Mme Gisèle Depas, conseillère communale. Bah, c'est plus que 6 voix là, non? Ah, non, c'était 10 voix et une. On était que 11. Oui, ça, moi, alors, c'est 10 voix et une abstention. Ouais. Vous avez voté tous la même chose. Donc c'est 16 et une abstention. Ouais. Bon, ça a été rectifié sur le PV de suivi. Est-ce que vous avez des remarques pour le dernier PV? Oui, moi j'ai une petite remarque juste dans le point 1. Justement, la correction, c'est pas moi qui l'ai demandé, c'est Meline, c'est un détail, mais enfin, voilà. Je ne sais pas si ça nécessite d'être modifié ou pas. Et je ne sais pas si vous avez vu, j'ai envoyé à monsieur le directeur un petit mail avec une demande, ce que j'avais demandé concernant la procédure du point 3 du directeur. J'avais une remarque sur la conformité avec l'article 4 d'un arrêté du gouvernement wallon. J'avais demandé si on pouvait le mettre au PV. Donc c'est un peu technique, je vous ai envoyé un mail tout à l'heure avec... Non, mais c'est pas grave. Mais je vous l'ai envoyé par écrit pour que ce soit plus simple. On rectifiera pour le prochain conseil. Ça, vous n'avez pas d'autres Si, moi j'ai un autre point par rapport au point 11. Excusez-moi. J'avais fait la demande que. La demande que nous votions oui, mais avec une remarque comme quoi on vote sous réserve de l'approbation de l'accord du DG qui est arrivé entre-temps. De l'avis du du directeur financier. Ouais. Et sur ce, j'aimerais bien que la mention soit quand même mise, même si depuis nous avons reçu. Oui. Merci. Ouais, donc s'il n'y a pas d'autres remarques considérées comme acceptées, moyennant les remarques qui ont été faites. Donc on passe au point 2. Le point 2 étant donc la démission de Madame Sidonie Augereau. Donc je vais vous lire sa lettre. Donc, par ce courrier, je souhaite vous communiquer ma décision de démissionner de mon rôle de conseillère communale et subséquemment donner mandat dérivé, à savoir conseillère de police effective, administratrice du centre culturel de Remicourt, membre COPANOC, membre de l'AG des intercommunales à Tradel et à IDE. En conséquence, je vous remercie de prendre acte de cette démission et du constat de vacances lors du prochain conseil communal. Donc, je vous fais grâce de la suite. Donc, ce qui veut dire que nous allons procéder à l'installation d'une nouvelle conseillère qui est Kimberley Jerkens, que j'invite à venir ici devant moi. Pas de problème, par cette copion. Oui. Donc je jure fidélité au roi, au exercice à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Merci tout. Donc pour être complet, donc il y a aussi évidemment le liste de tableau de présence des membres du conseil, donc
de préséance, pardon, donc qui est modifié, donc, puisque tu arrives à la dernière place. Alors au niveau de la composition politique du conseil communal, donc, les déclarations d'apparentement, tu confirmes que tu n'es pas apparenté? Je confirme, mais j'avais une petite question par rapport à ça, et peut-être sur le éclairé. Il me semblait que le siège, comme c'était Sidonie qui le fait, qu'elle est apparentée MR, restait un siège d'appartenance MR, et le fait que moi j'arrive... non, pas du tout. C'est un siège qui est attribué à la liste renouveau. Oui. Donc, à partir du moment où c'est un candidat, une candidate qui remplace une autre. Ici, chez Alternative, on est... il y a 2 MR, 2 indépendants. Est-ce que je peux vous lire la réponse? Parce qu'en fait, on a été interpellé sur ce point-là, dont on était complètement étonnant. Je vous lis le passage qu'on m'a donné, parce qu'apparemment, il y a une réforme, mais je n'ai pas la référence légale, donc il faut peut-être se renseigner là-dessus. Mais on me dit qu'il y a une récente réforme. Les apparentements sont donc désormais figés au plus tard au 1er mars, qui suit l'installation du nouveau conseil, et ce pour l'ensemble de la législature. Ce sont en quelque sorte les sièges qui sont apparentés et moins les personnes qui les occupent. Dès cet instant, en cas de démission, la personne qui viendra succéder prend l'apparentement de la personne qu'elle remplace. Et donc apparemment, il y aurait une récente réforme, mais je n'ai pas la base légale ici. C'est-à-dire que pour moi, elle remplace au niveau des apparentements au niveau communal, ça c'est d'accord. Ça c'est à la répartition au niveau des intercommunales. Donc à partir du moment où ça a été figé, ben, ça n'influence plus. Mais de toute façon, ici, donc, vous êtes une liste où vous avez des personnes qui sont non apparentées. La loi électorale est telle que on va dans l'ordre, et puis c'est tout. Donc il n'y a pas d'obligation à s'apparenter. On n'est jamais obligé de s'apparenter. Je pense qu'elle n'a pas d'obligation, mais je me demande si en fait elle n'a même pas rien à dire sur la question, dans le sens où comme les sièges, comme je comprends en tout cas la remarque que la juriste nous a envoyée, comme les sièges sont apparentés et pas la personne, bah, vu qu'elle prend un siège qui est apparenté MR, elle occupe un siège apparenté MR et que donc par conséquent on n'a pas à lui poser la question, elle prend un siège apparenté MR. Peu importe si elle aurait décidé d'être apparentée ou non apparentée. Voilà. Donc je me demande si c'est pas ça. Peut-être que l'Union des villes et communes de Wallonie, qui est sans doute spécialisée dans la question, aura peut-être la réponse, parce qu'apparemment c'est une réponse récente. Et que donc en fait elle n'a même plus, étant après le 1er mars, de voix à dire, parce qu'elle remplace un siège qui est déjà apparenté. Après, ça change globalement pas grand-chose, hein. Mais simplement pour la délibération, je me demande, mais je ne l'ai pas... Ça daterait de quand, ça, cette nuit? Je ne sais pas, je n'ai pas la date, c'est la juriste qui me dit depuis une récente réforme, mais je n'ai pas plus d'infos sur la base légale, etc. Parce que qu'elle remplace un siège MR, c'est évident, parce qu'on ne va pas changer en cours de législature, les répartitions... au niveau des intercommunales, etc. Ça, c'est tout à fait logique. Mais l'apparentement, pour moi, devrait rester une liberté individuelle. Chacun choisit. Il l'est. Hein. Mais ça m'étonne très fort. Le siège est bleu, mais il peut rester de la couleur que tu veux. Oui, mais voilà, c'est ça. Donc, voilà. Les communes. Il est pour nous. Alors, je crois que mon prénom était mal tourné dans le premier paragraphe. Pas tout au début. Oui, et ça arrive, je crois que ça arrive 4 fois. Moi, je trouve qu'il a touché. On va justement parler du changement de prénom. Tout à fait. Il y a déjà eu 300 euros. Pas très bon. On cherche la question. Oui, tout à fait. 5. C'est pas grave. Qui dit mieux? Ah oui. Ah bon, déjà. 5.
Qui enchaîne l'idée. Ah oui. Eh ben. Voilà. On peut passer au point suivant. Alors, avant de commencer, donc on va parler des taxes, principalement sur le cimetière, mais les deux autres taxes. Vous avez vu l'avis rendu par notre directeur financier, conseiller régional, qui conseillait de prendre pour période jusque 2030 au lieu de 2029. Donc si vous êtes d'accord, on changera l'ensemble des documents. Et pourquoi ce changement? Parce que il est vrai qu'en fait législature, ce sera la période juste après les élections. C'est toujours un petit peu délicat de procéder à ces changements. Donc on va prolonger la période si tout le monde est d'accord, si son niveau d'accord. Okay. Alors le premier point, c'est la taxe d'entrée sur les inhumations, dispersion des cendres et mise en columbarium. Donc ce sera jusqu'en 2030, donc c'est une taxe qui reste inchangée, qui est de 300 €, qui ne s'applique pas quand les personnes sont décédées sur le territoire communal, qui ne s'applique pas non plus si les personnes sont inscrites dans le registre de la population, ou registre des étrangers, ou registre d'attente de la commune. Voilà, en gros, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Non. On peut passer au vote, alors Jean-Marie. D'accord, donc oui. 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 Oui, merci. La deuxième est la redevance pour l'ouverture des caveaux. C'est un peu glauque aujourd'hui, mais il faut passer par là aussi. Et là, on a une redevance qui est restée la même, qui est de 250 €, mais pour toute ouverture de caveau qui est demandée par des particuliers, à d'autres fins qu'une inhumation ou l'exhumation d'un corps. Des questions par rapport à ça? Moi, j'ai une question de compréhension de nouveau. Justement, on vise quoi quand il y a une ouverture à une autre fin qu'une inhumation et une exhumation? C'est pour faire une translation, là, comme j'ai vu. Non, ça sert pour autre chose. Il y a des points par rapport aux translations. Je ne sais pas qu'on ouvrirait pour n'importe Parce que je me suis demandé si, en fait, justement, comme il y avait le cas de la translation, après, je me suis demandé si du coup, il ne s'était pas 250 € à payer quand on ouvrait, puis après ça, payer les 185 € de translation, et puis éventuellement repayer pour l'inhumation quand on fait une translation complète. Ou bien quand on fait une translation, on ne paye que les 185 €. Alors, la différence la différence entre une translation, c'est dans les 8 premières semaines, les 8 semaines qui suivent le décès. Tandis que je vais arriver, l'exhumation, c'est après 5 ans. Et ce délai-là est en discussion pour le moment, il va peut-être changer. On a reçu des documents justement cette semaine par rapport à ça. Donc ça, c'est la différence entre translation et exhumation. Donc pendant la période de 8 mois à 5 ans, pour le moment, on ne peut rien faire. Et donc celui qui veut faire une translation, il ne paye que les 185 alors? Oui. Ah, okay. Et le montant a changé également. Ici, pour celle-ci, pour l'ouverture des caveaux, qui était déjà de 250 €. Pas d'autres questions? On va passer au vote. Géraldine? Oui. 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 Oui, merci. Le point suivant, c'est une redevance sur la délivrance de renouvellement de concession au niveau des cimetières, donc toujours de 2026 à 2030. Et là, on a clarifié un petit peu la situation parce que c'était un petit peu compliqué. Il y avait des prix
au mètre carré, plus, enfin on partait sur des 50%, ben, c'était pas clair du tout. Et on a souhaité faire un forfait, quelle que soit la concession, et le forfait serait de 250 €. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Moi j'avais plutôt une petite remarque, mais tu viens de répondre ici en partie. On voulait savoir pourquoi ça avait changé de la redevance au pourcentage vers un forfait, sachant que celle au pourcentage était plus, entre guillemets, si on peut dire ça, équitable, dans le sens où si c'était une concession de 2 places, c'était moins cher qu'une de 6 places, et maintenant ce sera le même prix. Oui. C'est par rapport à ce qui est équitable, nous, ce qu'on trouvait justement que c'était pas très équitable. Pourquoi? Parce que les gens avaient déjà payé avant. Donc finalement, c'est juste le fait de renouveler quelque chose, ben, ça coûte rien de plus à la commune. Donc c'est un peu le... Oui, ils conservent quelque chose. Pour les qu'ils ont déjà payé quelque part. Qui a déjà été payé une première fois, donc. Suivant qu'on ait 2 places ou 4 places, le prix à ça l'achat est plus payé. important. Oui. Mais là, on renouvelle quelque chose qui a déjà été payé. Donc on se dit pas forfait pour tout le monde, le même pour tout le monde. Voilà. D'autres questions? Oui. 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 Merci. Donc, le point suivant, c'est les redevances sur les exhumations. 5 ans après le décès. Là, on a fait une différence. Je pense qu'il n'y avait pas cette différence aussi. Donc on a mis une redevance 500 € pour une exhumation depuis un caveau et 1500 € pour une exhumation depuis la pleine terre. Ce qui nous semblait beaucoup plus logique puisque c'est quand même un travail qui est totalement différent si on est en pleine terre ou si on a un caveau. Ouais. Il y avait déjà une modification entre les deux avant. Si je ne dis pas de bêtises, c'était 300 € pour les caveaux et 500 € pour la pleine terre. C'était 350. 350 et 500 €. Et donc l'augmentation pour le caveau a fait entre guillemets plus 50% et plus 200% pour l'exhumation. Non, mais ici on parle d'exhumation de confort. Oui, mais je veux dire, on parle vraiment de ce qui est. On parle, enfin, vous êtes reparti du texte existant préalable et je vois qu'elle a simplement été annexé en quelque sorte. Et la remarque, c'était plus pourquoi avoir annexé autant la pleine terre qui est passée de 500 à 1500, qui semblait être une forte augmentation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est qu'une exhumation en pleine terre. Non. C'est quelque chose qui est. Même Philippe Boxon ne montre pas ça. Vous imaginez donc que vous allez aller creuser, donc vous allez tomber sur un cercueil qui est dans un très mauvais état, qui est à moitié décomposé. Il y a quand même une nette différence de travail et de ressenti aussi pour la personne qui le fait entre un caveau ou une pleine terre. Oui, la différence est énorme. Ça, je rejoins, je suis d'accord avec donc, il faut qu'elle soit marquée. Et c'est pour éviter, alors ici, oui, pour que ça soit dissuasif. Ah non, pas du tout. Non, parce qu'on c'est pour que ça corresponde. Ça correspond un peu plus au. Ouais. Et on s'aligne un peu aussi sur les autres communes. D'accord. Voilà. On était vraiment plus bas que les autres communes. À Warem, c'est 1576 € et 77 cents pour être précis. À Fresnes, c'est 1500 € également pour les pleines terres. Et ils sont à 300 pour les 3 caveaux. C'est quelque chose qui est logique. Donc, pour toutes les taxes qui sont présentées ici aujourd'hui, comment a-t-on procédé? On s'est renseigné un petit peu partout autour de nous, évidemment, pour un peu voir ce qui se faisait autre part. Et puis on a réfléchi ensemble, et puis voilà, on a décidé pour être le plus logique possible. En discutant aussi avec les employés de la population. Aussi, bien sûr.
Donc ce sont les employés de la commune qui font le travail ou vous sous-traitez à une société spécialisée? Non, c'est les ouvriers communaux. Okay. On a un service qui va faire. Une exhumation de confort reste une exhumation de confort. Hein. Parfois, les raisons, on ne peut même pas imaginer. Bah non, je pense pas. Oui, enfin, c'est des choses. Voilà, une dame qui se remarie, qui ne veut pas être enterrée à côté de son mari, elle dégage son mari pour être à côté du nouveau. Enfin, c'est des choses. C'est ce genre de choses. Si elle veut payer 1500 €, qu'elle paye 1500 €. Hein. Voilà. Tandis qu'il y a des exhumations qui ne sont pas de confort, où là, c'est à la fin d'une concession, donc on récupère certaines places, donc s'il n'y a pas de renouvellement, et là aussi, ce sont nos ouvriers qui le font. Ça se fait en collaboration avec d'autres communes. Par exemple, cette année, on est allé à Fex. Nos hommes y vont pendant quelques jours, c'est une période d'exhumation. Et ça se fait comme ça un peu plus dans toutes les communes. Quand on en fera une, les gens viendront aussi nous aider. C'est un accord tacite entre les communes. Synergie en commun. C'est pas tout à fait. Ouais. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc on peut passer au vote. Oui. Oui. Oui, oui, oui. 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 Oui, merci. Le point suivant, on reste dans le cimetière. Désolé. Redevance sur les translations de caveaux privés à caveaux privés. Alors, on a reçu une nouvelle réglementation cimetière cette semaine. Je pensais que ce serait peut-être intéressant d'ajouter une toute petite chose, parce qu'on parle ici de redevance sur les translations de corps, mais dans ce nouveau règlement, on parle aussi des urnes. Donc, on pourrait ajouter dans le texte une redevance sur les translations de corps et d'urnes. Pour le prix? Oui. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la translation, il y a l'ouverture qui est comprise aussi. Donc à partir du moment où on ouvre, que ce soit pour une urne ou un cercueil, ok, oui, c'est un petit peu différent pour le transport du cercueil, mais en gros, c'est plus ou moins le même travail quand même. Donc le montant, s'il vous plaît. Translation. Comment? Parce que une translation, c'est donc l'ouverture, le déplacement et le fait de remettre ailleurs. Oui. C'est pas très cher alors, par rapport au Il y a une question de délai, c'est pas dans le détail. C'est dans le départ. C'est en récent. Oui, c'est dans le 8 premières semaines. Oui, mais c'est pour ça que je m'étais dit, je crois que c'était par rapport aux autres. Alors, dans cette réglementation-là, on parlait aussi des urnes pour les animaux de compagnie. Mais bon. Bon, Il y a déjà eu des cas. pas à ma connaissance. Ça peut peut-être faire l'objet de quelque chose. On ne connaît pas, mais il y en a peut-être qui vont poser la question. Ouais. Alors, si vous voulez qu'on rajoute, on peut rajouter. C'est tout nouveau. Hein. C'est les choix individuels. Ouais. Une réglementation sur les ouvertures de caveaux, c'est très bien. C'est bien qu'un son compagnon le rejoigne par après, ma foi. Libre à chacun de... Généralement, il le rejoint en même temps. Donc l'urne est conservée au départ, et puis au décès de la personne, on peut mettre, donc en plus du défunt, l'urne de son animal de compagnie. Ça se fait en même temps, donc je ne vois pas d'inconvénient qu'on laisse comme ça. Je sais pas, c'est
ouvert à la discussion. Donnez votre avis. Alors moi je parle personnellement, peut-être s'ils veulent aller avec l'urne de leur animal compagnon dedans en plus et que ça rentre dans la formule, j'ai envie de dire, je ne vois pas ce que ça change. Ça va rien changer. Oui, je pense si on poserait, si ça leur fait plaisir, comme dans mes volontés. Ok. Enfin, je sais pas, je dis que... Non, mais c'est ce qu'on pensait aussi, ça n'engendre pas de frais complémentaires non plus. Voilà, si donc à partir de ce moment-là. S'ils veulent ouvrir un éventuellement, il y a... Ouais, ça. C'est prévu aussi. Il y a des défauts. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Jean-Marie? Je suis d'accord. Ok. Oui. 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 Oui, merci. Point suivant, toujours dans le cimetière, redevance sur les concessions pleine terre et concessions avec caveau. Alors, donc au niveau des prix au mètre carré, je crois qu'on a ça modifié sur le contrat. C'était déjà ça. Donc le prix au niveau du terrain n'a pas changé. C'est 250 € pour les résidents et 750 € le non-résident. Mais pourquoi cette différence? Nos cimetières ne sont pas extensibles, on n'a pas énormément de place, et il faut aussi dissuader des personnes qui ne résident pas à Runtour de venir dans une dernière demeure à Runtour. Donc ça c'est une chose. Ne sont pas considérés comme non-résidents, donc les personnes décédées en mésentreپôt hors territoire communal, pour autant que celle-ci ait été domiciliée sur le territoire de la commune de Runtour pendant un minimum de 5 ans, précédant la période d'entrée en mésentreپôt. Donc on a voulu rajouter ça, pourquoi? Parce que effectivement en fin de vie, toute personne ne sait pas rester chez elle, elle est parfois en mésentreپôt, donc il faut quand même en tenir compte, et qu'elles sont toujours considérées comme des résidents, puisqu'ils auront quand même passé une grande partie de leur vie à Runtour. Alors par contre, au niveau des concessions et caveaux préfabriqués, là on a revu les prix. On tient compte bien sûr du prix du terrain et du coût du caveau, donc ce qui donne les augmentations. Donc pour un caveau 2 places, ça devient 1250 € au lieu de 1000. Les caveaux 3 places, c'est 1750 au lieu de 1250. Les caveaux 4 places, 2000 au lieu de 1350. Et les caveaux 6 places, 2800 au lieu de 2150. Les caveaux 6 places, il y en a pratiquement jamais. Alors, les caveaux enfants, pour les enfants, et les caveaux placés dans la parcelle des étoiles champignons funéraires ne sont pas soumis à la redevance. Il était, mais c'était une erreur. Je pense que ça avait été quand même rectifié, mais c'est interdit de toute façon, ça va être gratuit. Et la redevance de 750 € du mètre carré est applicable pour les non-résidents en plus du prix du caveau, qui est quand même une différence donc, pour les caveaux pour les non-résidents. Et enfin au niveau des urnes, une cave-urne c'est 700 € pour un résident et 1050 € pour un non-résident. Et une urne qui est mise en columbarium, c'est 500 € pour un résident et 850 pour un non-résident. Autre prix, une plaquette nominative sur la pelouse de dispersion, ce sera 50 €. Et une plaquette d'identification de tombe, 50 € également. Voilà. Avez-vous des questions? Moi j'ai juste une question. Donc, dans la parcelle des étoiles, là, est-ce qu'on peut reprendre des urnes pour les mettre justement dans le caveau? On parlait des animaux de compagnie, mais là je pense que c'est encore plus important. Oui, c'est une question, je ne sais pas du tout quelles sont les obligations. Logiquement, oui. Logiquement, oui. Dans la parcelle des étoiles, c'est indiqué dans le nouveau règlement qu'on a reçu cette semaine.
C'est une concession plus ou moins à perpétuité, quoi, de toute façon, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Ça me paraît logique, mais oui. Je vais faire de mon... Moi j'ai tout une question sur le cimetière. Il me semblait que dans le précédent texte, sauf si j'ai mal lu, il n'y avait pas la redevance de 250 € pour les résidents. Les 750 €? Non, les 250 pour les résidents. Il me semble que je ne l'ai pas lu et que c'est nouveau par rapport à ce qui existait précédemment. Donc j'imagine que c'est aussi pour coller un peu à... Quel 250? La redevance de 250 € du mètre carré, c'est 750 pour les résidents. Mais c'est pour les résidents? Oui, oui. Pour moi, elle n'existait pas dans le précédent texte. C'est si, une nouvelle. Oui, mais il y avait peut-être une délibération pour les pleines terres uniquement. Parce que si vous prenez une concession pleine terre, il faut qu'elle soit comptée quelque part. Donc la base, c'est 250 € du mètre carré pour la pleine terre. Et c'était la même chose avant. Mais c'était peut-être une autre délibération. Ici, on a regroupé, je pense, le tout dans la même délibération. Enfin voilà, c'est... A priori, c'était déjà la discussion. Mais ça existait, oui. Il y avait une différence, et il y avait la différence aussi entre les résidents. Oui, c'était ça, c'était 250 et 750 pour les non-résidents. Maintenant, ça va dans tous les sens au niveau des autres communes. Hein. Fait que c'est 600 pour les résidents et 1800 pour les non-résidents. Donc il y a... À Warem, c'est un forfait 300 € de place, qu'on soit résident ou pas résident. Enfin voilà, on en change pas d'avis. Oui, ça part dans tous les sens. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions? Non. Tout est clair? Magnifique. On passe au vote, Géraldine. Oui. Oui. Oui, 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 oui. 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 Oui, merci. Des choses macabres. Point suivant. Encore une redevance, mais celle-ci relative à l'enregistrement d'une demande de changement de prénom. Alors, pourquoi venir avec une redevance sur ça? C'est parce qu'on s'est rendu compte que on est, je pense, la seule commune, ou pratiquement la seule, à ne rien demander pour un changement de nom ou de prénom. Mais Oreille aussi. Oreille aussi? Donc voilà, on a voulu fixer donc une redevance à 300 € pour un changement de prénom, mais seulement 50 € s'il s'agit uniquement de modifier avec un tiret. C'est pour les actes administratifs quoi, qui demandent. Il y a une petite chose qu'il faut corriger à l'article 4 au niveau des exonérations. Les personnes visées aux articles, il faut supprimer le 11 bis, paragraphe 3, alinéa 3, parce que c'est un article qui a été abrogé. Oui, vous avez une remarque? On veut bien qu'on ajoute en fait une exonération pour les prénoms vexatoires et je dis quoi? À Liège, en fait, dans le règlement, il est prévu qu'il y ait une exonération pour les prénoms vexatoires ou insultants. Et notamment au moment du passage à la majorité, pour un jeune qui a reçu un prénom qu'il considère comme vexatoire et quand il a 18 ans, qu'il puisse avoir une exonération pour autant que le prénom soit. Si mon papa m'avait appelé Adolphe, avec un F, comme dans le prénom. Il a peut-être voulu changer. Et après, depuis aussi, pour les enfants adoptés, tu disais, on n'a pas pensé à ça. Oui, pour les enfants qui ont été adoptés, dont on change le prénom, qui parfois veulent retrouver leur prénom premier. Oui, c'est le prénom de certificat de naissance. Donc ça serait bien. Prénom vexatoire ou insultant. Si tout le monde est d'accord, on modifie les textes. Et finalement, pour les enfants adoptés, pour pouvoir reprendre le prénom qui est sur l'acte de naissance.
Maintenant, comment est-ce qu'on définit un prénom vexatoire, tu vois? Un prénom vexatoire pour l'un n'est pas nécessairement un prénom vexatoire pour l'autre. Il suffit peut-être que la personne considère elle-même que c'était vexatoire. Mais il faut alors il vient de moins désigner que c'est vexatoire. Il faut voir quand c'est formulé, peut-être que c'est laissé, mais peut-être précisé dans le... Moi, je propose de vérifier par rapport au règlement criminel, par exemple, de la ville de Liège, parce que c'est ça que je connais de temps en temps. Mais dans la plupart des cas, quand on demande aux gens de justifier en règle générale, à partir du moment où la justification est nécessaire, et je peux comprendre que quelqu'un qui atteint l'âge de la majorité, qui a reçu un prénom, moi je dirais même quel qu'il soit, et qu'il considère comme étant très difficile à porter, il ne devrait pas avoir à payer de redevance. Pendant un laps de temps, alors? Oui, on peut fixer un laps de temps, effectivement. Et alors, je pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas l'étendre éventuellement à ceux qui changent de sexe? Ça, c'est prévu dans les exonérations. D'office? Ouais. Mais on peut l'étendre au niveau des changements de nom, hein, si c'est un nom qui porte un... On n'a pas indiqué, mais on va vous le proposer aussi sur le point suivi. Petite question, qu'en est-il du tiré dans les prénoms? 50 € là. Oui, mais quand on pose la question, parce que quand l'informatique est apparue, je me souviens notamment dans les listes électorales, tous ceux qui avaient un nom composé avec un tiret, le tiret avait disparu et la deuxième partie du prénom avait disparu aussi. Par exemple, Rose-Marie devenait Rose, Jean-Marie devenait Jean, et ça a persisté. Or, tout ça s'est repris évidemment à l'état civil, lors de la naissance, etc. Faut-il faire une démarche pour retrouver la deuxième partie de son prénom et son tiret? Dans ce cas-là, ça devrait être logiquement non. Enfin, on devrait être exonéré puisque le nom avait été pris comme ça dans la liste d'état civil à la naissance. Ce n'est pas un changement de prénom. Ce n'est pas un changement de prénom. On ne change pas de prénom quand on récupère le prénom qu'on avait avant. Donc quand il y a une erreur administrative qui fait qu'on a perdu à tirer une partie de son prénom, pour autant qu'on ait un document valable qui peut prouver qu'on n'avait pas ce prénom-là à la naissance, on ne change pas de prénom, en fait on récupère son prénom. C'est pas à l'administration d'assumer. Ce que je veux dire par là, c'est que ça aurait dû se faire automatiquement, je ne sais pas. Ça se fait pas automatiquement. J'ai juste une petite remarque. Par rapport au point 9 et 10, qui sont au final relativement semblables, c'est juste qu'il y a une différence de procédure en cas de non-paiement. C'est pas la même procédure. Pour le point 9, c'est 5 € premier rappel et 10 € deuxième rappel à la mise en demeure, si j'ai bien lu. Et le point 10, c'est juste des frais postaux. C'est pas... Oui, c'est pas une... Oui, parce que c'est fort semblable comme démarche, en fait. Simplement. L'exemple venait de côté différent. Ça va, Michel, c'est le travail. Et du coup, le texte revient alors avec ces propositions-là, ou comment ça va se passer? Il va revenir à un prochain conseil? Non, ça va dans quel sens on harmonie, ça sera modifié. Et on verra. Non, pas pour ce point-là, je veux dire pour les exceptions que Rudy a soulevées. Donc ça sera ajouté et au PV la prochaine fois, on verra que ce sera mis comme ça. Ici, chaque fois, ce sont des propositions, même si c'est l'obligation, on est obligé d'envoyer les propositions de délibéré, mais elles ne sont pas votées à ce moment-là. Maintenant, on fait des modifications, puis elles sont votées, et tout est changé après. Du coup, on ne vote pas ici alors? Si, mais on vote avec les modifications. Moyennant ces modifications-là, et sachant que lorsque le PV, donc le PV, vous aurez les délibérés qui sont dans les PV, et si ça ne correspond pas, on en discute dans le prochain conseil, il n'y a pas de problème. C'est la vraie fonction d'un conseil communal, c'est de pouvoir discuter, d'amender des points, etc. Donc, vraiment, aucun souci. Je reviens quand même à la notion de vexatoire. Qui va décider de ça? En règle générale, c'est
là, il y a une procédure qui est associée, notamment, en tout cas dans la décision de la ville de Liège, il y a une procédure qui est associée, c'est le fonctionnaire délégué, là c'est le directeur de la population pour Liège, et s'il y a un droit de recours, le droit de recours se fait au niveau du collège. Et donc chez nous, ce serait des employés de la population? Le fonctionnaire délégué à la population et un droit de recours auprès soit du directeur général, soit du collège. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses, si on peut passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Donc le point suivant, c'est au niveau du changement de nom. C'est le même montant, c'est 300 € aussi. Donc il faudra modifier si le nom peut porter atteinte à la personne, une confusion, je ne sais pas. La manière dont on peut le libérer. Moi je ne suis pas juriste, mais c'est pas déjà prévu dans le droit ça. La possibilité de changement de nom à partir du moment où le nom fait référence à... Ça n'est pas indiqué ici dans la... Non, les seuls articles d'exonération ici, c'est par rapport à la nationalité, enfin à l'obtention de la nationalité. Donc, je mettrai les mêmes dérogations, exonérations. Ouais. Et uniformiser. Et alors uniformiser en dessous du non-paiement. J'ai juste une question. Dans le titre, il a mis adoption à la fin. C'est bien. Parce que c'est le gros. Parce qu'on n'a rien vu lié vraiment à l'adoption de l'article. C'est juste adoption. Non, c'est pas en cas d'adoption. Adoption. Ça va, ce point-là? Pas d'autres questions? Géraldine? Oui. 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 Et merci. Et enfin, la dernière redevance pour aujourd'hui, il y en aura encore le mois prochain. Ici, c'est la redevance pour le traitement des demandes en matière de mariage et de cohabitation légale. Donc, toujours exercice 2026-2030. Donc, on s'est rendu compte aussi qu'on était la seule ou une des seules, je ne sais pas. Grosso modo la seule. Ouais, grosso modo la seule commune à ne rien faire payer pour ce type de choses. Donc voilà, il faut savoir que lorsqu'il y a un mariage, il y a un carnet de mariage qui est offert et qui coûte dans les 30 €. Il y a bien sûr tout ce qui est procédure administrative, il y a toute une série de choses à projet. Et donc ça a un coût. Donc on essaie de répercuter un petit peu, ça permet de récupérer un petit peu du budget aussi d'une certaine manière. Donc on proposait de fixer une redevance donc, de 20 € pour les mariages, donc le carnet y compris, et 10 € lors d'une déclaration de cohabitation légale ou d'une cessation de cohabitation légale. Puisque cela c'est le même boulot si c'est une déclaration ou une cessation. Je sais pas si vous avez des questions. On s'est dit aussi que les mariés étaient tellement heureux de toute façon que 20 € sur la budget totale. Surtout quand un mari, ça peut compliquer. Non, mais il change de nom avant. Gratuitement. Ce sera gratuit. Ça, oui. Pas de problème. Ça va, pas de questions? Jean-Marie qui paye. Oui. 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 Et oui, merci.
Alors, on arrive au point 12. Donc, c'est dans le cadre d'une ferme qui est réhabilitée, qui se situe rue Enroux, numéro 1 à Montmal. Donc, c'est à l'angle des voiries communales rue Enroux et rue Elvaux. Et ce qui a été demandé, c'est de supprimer une partie du talus pour pouvoir y faire un trottoir en matériaux le long de la parcelle. Voilà, c'est un... Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc il y a une enquête publique. Il n'y a pas eu de réclamation. Donc le but, c'est d'autoriser la modification de la voirie communale suivant le plan de délimitation et le schéma général du réseau de voiries qui est défini. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses. Pas de questions? On peut passer au vote. C'est Gérald. Oui. 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 Merci. Le point suivant, le plan PIC. C'est la réflexion de la rue de Pousset. Donc c'est l'approbation des conditions et du mode de passation. Alors, je dirais simplement que, avant de passer la parole à Michel, c'est qu'à la page 14, ça avait été fait, le dossier, c'était Hervé Prinsen qui avait introduit le dossier, et il est toujours dans le dossier, donc il faudrait juste le modifier. Michel, je t'en prie. Juste un rappel sur les montants. Donc, en fait, c'est pas un montant estimé pour la totalité des travaux de 2 150 000, je parle au TVA compris, 2 157 694 €. Il y a des travaux pris en charge par la SPGE pour un montant de 629 410 €. Il y a un subside de la région wallonne de 278 915 €. Donc en résumé, pour la commune, ça revient à 1 199 000 €. Les travaux devraient... donc on va lancer l'appel le 1er octobre. Réponse vers le 5 novembre. On a ici deux parties, on a le PIC et le PIMACI. On espère avoir le même entrepreneur qui pourra gagner les deux marchés, ce qui serait plus simple dans l'organisation des travaux. Et les travaux devraient commencer alors premier semestre 2026. Et une fois que les travaux ont commencé, il y en a pour un an. Je pense que c'est un chantier qui est attendu depuis très longtemps par les gens de la rue Pousset, mais je pense par tout le monde d'ailleurs, parce que cette rue est un peu embêtante à traverser. Et voilà, je pense qu'un point positif, un pas en avant dans les travaux et l'amélioration de la circulation à Rebourg. Une petite précision peut-être, comme lorsqu'on a eu la première version du projet, ce qu'on avait fait. Donc on avait organisé une réunion avec les habitants de la rue, au centre culturel de Renicourt. On leur avait dit à la fin de cette réunion que lorsque l'attribution du marché serait réalisée, qu'on referait une réunion donc, avec l'entrepreneur, et c'est ce qu'on fera bien sûr, pour que les personnes puissent poser un peu des questions par rapport aux accès à leur maison, comment ça va se passer. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'on fasse ça en 2 phases. Mais bon, ça, c'est un peu tôt pour en parler maintenant, mais c'est ce qu'on souhaiterait, qu'on fasse une première phase et puis l'autre sur la longueur. On ne peut pas bloquer toute la rue pendant. Et donc, si je comprends, la première phase, c'est celle dont il est question ici, et une autre. Non. Les travaux, c'est l'ensemble de la rue, qui va de chez Morel jusqu'à la ferme Montmoulin. Ça, c'est pour le plan PIC. Maintenant, vient se greffer dessus le PIMACI.
qui est donc de la fin de la rue Désiré Dupin jusqu'à la rue du Moulin. Là, c'est une bande dont on a parlé le conseil d'année. C'est ça, en fait, c'est un trottoir qui puisqu'on est dans Pimassi, on est dans la mobilité. Donc, c'est un fameux chantier, il faut se rendre compte de ça. Et donc, avec l'entrepreneur, il faudra évidemment prendre des dispositions parce qu'il y aura tout un tas de choses à gérer en dehors des travaux, notamment concernant un travail pour le ramassage des déchets, aussi concernant les secours. Voilà, il y a pas mal de choses à prévoir et ce sera en concertation avec le bus aussi qui va devoir certainement, est-ce qu'il va être dédié, enfin, à mon avis, oui, mais bon, c'est à discuter. Donc voilà, il y a de la réflexion à avoir, mais là il faudra en parler avec l'entrepreneur. Donc pour l'instant, lancer le marché et attendre le retour. Bon, ce qu'on a essayé de faire aussi, enfin ça a été fait, c'est des contacts avec les différents distributeurs. On a pris des contacts avec Reza, avec vous, Belgacom, la SW2 également, et tous nous ont, parce qu'on leur a dit voilà, on va vraiment faire des gros travaux, on n'a pas envie dans 3 ans vous revenir avec on va ouvrir la route. Donc tous ont été reprévenus, bien qu'ils l'ont déjà été par Coaco, mais on voulait quand même s'assurer qu'ils avaient bien eu l'information. Et là, on est quand même en contact avec la SWDE parce qu'eux n'ont pas l'intention de changer leur conduite d'eau qui date de 1948 quand même. Et nous, on essaye quand même de les pousser un petit peu à profiter de l'occasion pour changer les conduites d'eau, ou en tous les cas, au moins installer de nouvelles, même s'ils ne les utilisent pas tout de suite, mais vraiment faire un travail en profondeur et à long terme. Donc on a une réunion avec eux, normalement courant du mois d'octobre. Et c'était pas définitif, hein, parce que je suis qu'on les aura tout à l'heure, ou comme ce sera ouvert, au départ c'était non, pour la fibre. Sinon, il y a la fibre rue Fond-du-Lois, les nouveaux immeubles. Donc ça a été réalisé là-bas, mais ils ne pensaient pas aller plus loin pour le moment, mais il ne se pourrait que. Ce serait vraiment dommage. Ben oui. Mais bon, on va encore les relancer. On pensait franchement que ce serait assez simple en leur disant bon voilà, nous on ouvre, allez venez. Ben bon, ça peut nous marquer de leur plan d'investissement. On fait ce qu'on peut pour en tous les cas justement qu'on ne puisse jamais nous reprocher de faire des travaux à répétition et surtout de réouvrir des nouvelles routes, des nouveaux trottoirs. Ce qui est aberrant, évidemment. Mais nous, on ne peut pas non plus forcer les entreprises, les sociétés à faire ces investissements-là. Mais je vous assure qu'on pousse vraiment au maximum en apportant toute une série d'arguments. Mais au bout du compte, c'est eux qui auront la décision finale. Tu peux prendre l'exemple aussi de terrain, de fabrique d'église. Oui, donc on a pris contact aussi, il y a toute une bande de terrain qui va sur 160 mètres de long. Vous avez vu un champ pour l'instant qui est toujours cultivé. Donc on a essayé de retrouver les propriétaires. En fait, le propriétaire, c'est une fabrique d'église à Liège. On a pris contact avec eux pour savoir ce qu'ils voulaient en faire, en leur expliquant les travaux qu'on allait réaliser, pour ne pas non plus que dans 6 mois, on vienne nous dire écoutez, tu comptes faire des maisons, il faut réouvrir. Donc le processus est aussi en marche. C'est de quelle bande de terre quand on va vers Pousset, à gauche. Entre chez Fabianista et Yvonne Pierrat, entre tous les espaces. Sur la gauche, en venant des bleus mais voilà, donc on fait le maximum pour que les travaux se passent bien et surtout qu'après on soit tranquille pendant des années, qu'il n'y ait pas de hostile. Ça appartient de fabrique d'église. J'avais quand même quelques réflexions et questions par rapport à ça.
Donc évidemment, on est favorable à la réalisation de ce projet, puisque la rue est fortement dégradée et c'est un axe important pour la mobilité à Rénicourt, et notamment pour le bus de la TEC pour les écoliers. Néanmoins, donc je disais, nous avons quelques réflexions, parce qu'on a parlé de Pic et Pimassi, et donc je voulais quand même préciser des choses à ce niveau-là. Donc au niveau du devis estimatif de Radian, on voit que vous parlez, enfin, en tout cas il est renseigné à la division 2 que les travaux seraient subsidiés dans le cadre de Pimassi, donc on parle des trottoirs, de la rue Pousset. Et on parle aussi d'une dalle en béton armé de 2,70 m sur 1,60 m pour la réalisation d'un abri pour vélo en face de la boulangerie. Donc en fait, moi ce que je voulais quand même préciser, c'est que Pimassi, j'ai trouvé dans une délibération de la précédente conseil que c'était, je cite, aménagement de Liban 6, chemin du Plantin, chemin du Mouron et rue au Moulin, aménagement cyclo-piéton 6 rue de Pousset et création d'un bipôle 6 rue de la Résistance. Oui, c'est ça. Donc ici on parle de la rue de Pousset, mais on parle de la partie ouest de la rue de Pousset, donc celle qui est située, qui on a parlé juste avant, entre la fin de l'agglomération et la rue des Arrêts du Pain. Donc la partie est de la rue de Pousset, donc la rue de Pousset on va dire, ça fait partie du PIC et pas du Pimassi. C'est ça qui dans le devis, il est mis que c'est financé par le Pimassi. Donc voilà, je voulais être sûr quand même qu'il n'y avait pas de confusion par rapport à ça et qu'on utilisait bien les subsides. Mais le Pimassi, donc c'est effectivement pour une vente, c'est pour la vente cyclo-piétonne. Oui, c'est ce que je viens de citer. À la fin, et pour la rue vélo, rue de la Résistance. Ça, c'est le Pimassi. Maintenant, ici, on est dans le cadre du PIC. Pourquoi est-ce qu'on fait la dalle de béton pour la rue vélo et qu'on nous dit dans le devis que les trottoirs de la rue Pousset sont financés par le Pimassi? Donc voilà, moi je voulais être sûr qu'on ne fait pas de confusion entre les deux dossiers. Ça a été une erreur à l'époque d'avoir, parce qu'en fait les trottoirs ont été mis, il y a eu une confusion à ce moment-là, en 2022 si je me souviens bien. Oui. Et ici, on a revu les points, et là, je peux vous assurer que nous sommes dans les cadres, et pour le prochain conseil, si vous voulez, je vous demanderai des informations complémentaires. Si vous... En tout cas, que dans le devis, ce soit quand même plus clair, qu'il n'y ait pas de confusion. On a dû aller vite, hein, parce qu'on a peur, il y a des délais aussi à respecter. Ok. On a parlé du budget, donc tu as cité certains montants. On voit quand même que il y a un crédit qui est inscrit à la modification budgétaire pour 992 000, mais il reste quand même un solde de près de 260 000, 257 000. Bon, le directeur financier a dit que voilà, il y aurait une modification, mais nous on se posait la question de savoir comment vous allez faire dans le budget pour retrouver l'équilibre, parce que c'est quand même une somme importante, 260. Il va y avoir une modification budgétaire. Comment est-ce que vous allez financer, c'est la question. PIC qui était financé par l'emprunt. Oui, il y en a un de 992, mais il manque 260, enfin plus ou moins. Prévu, mais il n'est pas encore fait. Oui, donc ça pourrait être plus. Mais ça pourrait être moins, hein, s'il y a de belles remises. On ne connaît pas encore le prix final. Hein. Puisque ici, particularité du dossier, donc ce sont tous des prix unitaires qui sont donnés et les entreprises vont devoir mettre un pourcentage positif ou négatif. Donc ça peut coûter moins que ça. Ok, mais on ne va pas se retrouver avec 260 en moins. Non. Donc, je pense pas. Même si à 100 000, il reste quand même 160 000. Enfin, bon, voilà. Troisième point, justement, on parlait de ces montants. Moi, j'ai vu qu'il y avait eu quelques différences par rapport à ce qui avait été discuté ou en tout cas voté précédemment. Au niveau du devis hors TVA, on est passé de 1 954 000 ici à 1 901 000. Est-ce qu'il y a eu des points qui ont été retirés ou des choses qui ont été modifiées? Alors, il y a notamment, par exemple, il y avait un quai pour le bus qui était prévu à l'entrée de la rue de Pousset.
et qu'on supprime, on supprime carrément l'arrêt. En fait, c'est le bus et alors pourquoi est-ce qu'on le supprime? C'est en venant d'Ouarem, alors un arrêt en venant d'Ouarem? Parce qu'il y a en venant de Rumicourt, on vient de construire des nouveaux garages, je ne sais pas si vous voyez, à l'entrée de la rue, les Poussets. Et bien juste à cet endroit-là était prévu, donc dans les plans initiaux, un quai pour le bus. Pour faire un arrêt de bus. Mais il y a un arrêt juste avant. Oui, mais c'est pas non, c'est pas la même. Ah si, c'est pas la même. 84, c'est quelque chose. C'est 284. Donc on s'est renseigné, on a eu toutes les statistiques démontées. Je crois qu'on en avait déjà parlé ici. Ah, c'est CTM. C'est CTM. Je ne sais plus quand on a dit. Voilà. Oui, pardon. Je recommence. Donc on a reçu donc, des statistiques des différentes montées. Donc tous les arrêts sont en commune. Et on s'est rendu compte qu'à cet arrêt-là, donc au début de la rue de Pousset, il n'y a aucune montée, aucune descente. Donc, on fait vraiment de quai pour le bus. Donc on économise. Moi j'ai quand même une question, est-ce qu'il n'y a aucune montée, aucune descente parce qu'il n'y a plus de place dans le bus? Parce que c'est souvent Non, c'est pas la même ligne. C'est la ligne qui part de Warem. Le 284 vient de Warem et il va jusque Filles, à l'école Saint-Dominique. Et puis dans l'autre sens. Donc c'est une autre ligne. Qui n'est pas chargée. Je continue. Donc au niveau du subside du PIC, je vois qu'il est passé de 2022 de 265 000 à maintenant 278 000. Il y a eu une mise à jour récemment. C'est un subside, généralement il y a une somme qui est octroyée. Puis ça moi c'est le chiffre officiel que j'ai dessus pour la région 1. 200. Ça change. Ça peut changer. Enfin, je pensais pas. 278 915. Ouais. Moi j'ai retrouvé 265 738 dans ces délibérations de 2022. Et des fois où c'est une enveloppe fermée, qui ne bouge pas, et parfois c'est un pourcentage pour les travaux. Donc si ça a été estimé. Ici je pense que c'était une enveloppe fermée. Enfin, c'est un montant fixe. Le plan fixe c'est un montant qu'on a pour X années pour des travaux. Maintenant, peut-être que dans le décompte de précédents parce que l'enveloppe faisait plus que ce montant-là, il y avait plus que ça dans l'enveloppe. Donc on a déjà utilisé quelque chose, je pense, pour... donc voilà, ce serait le reste, mais c'est le montant qu'on a. Donc on était 3 000 pas, c'est le dernier montant qu'on a. Ok. Dernier subside, SPGE. Moi, je voulais juste être sûr de bien comprendre. Donc, il y a 629 000. SPGE, c'est pas un subside. Oui, on parle de subside dans le... Ils le disent comme ça dans le document. Oui, ça peut. C'est pas un subside. Dans le projet de délibération, il y a une subside. Donc, en fait, la SPGE prend en charge les travaux, c'est bien ça. Tous les travaux de la SPGE sont pris en charge par eux. C'est ça. Donc, en fait, ici, on parle de 629. Quand je regarde dans le devis, donc les divisions 3 à 5, on a une somme de 679. Donc il y a 50 000 € qui manquent. Est-ce que vous allez demander 679 ou 629 comme c'est mentionné dans le projet de délibération? Ce serait dommage par nous. C'est pas nous qui demandons, non plus c'est en... il est mis quand même. Oui, mais... De toute façon, il y a des états d'avancement qui sont faits. Donc article 4, de solliciter une subvention pour ce marché auprès de subsidiante. Ici en fait, moi j'ai 679 240,20 en charge de l'SPG. Oui, le coût de travaux est pris en charge par l'SPG. Dans le projet de délibé, au début, il était écrit. Ici, je suis en modification du 8 septembre 2025. « 629, voilà. Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPGE, le montant provisoirement promis s'élève à 629. Oh, je vois ici, maintenant il est à 679 240. Et qui va encore évoluer en fonction de la Ok, bah voilà, c'est juste provisoire. Moi je voulais être sûr que c'était bien. C'est provisoire. Vous étiez bien à l'aise dans ce point.
Je pense que j'ai terminé par rapport à tout ça. D'autres questions? D'autres remarques? Une simple petite remarque. Hein. Je viens de poser pas mal de questions pertinentes. Mais bon, le fait qu'on ait séparé Pimassy, etc., par le passé, il y avait une enveloppe fermée dans les planteries où c'était bien plus simple. Et bon, ici, qu'est-ce qu'on risque? D'avoir un entrepreneur pour le PIC et un pour le Pimassy. Et ça, c'est très ennuyeux, au point de vue de la coordination des entrepreneurs, etc. Je trouve que ce n'est pas une bonne évolution. On parle toujours de simplification administrative, le fait d'avoir cisaillé cela en plusieurs parties, c'est une complexification administrative au contraire et pratique, parce que sur le terrain, vous risquez d'avoir 1, 2, 3 entrepreneurs différents qui vont intervenir sur le même chantier, avec des interférences. Je trouve qu'on ne sait pas faire autrement, mais c'est quand même très dommageable cette nouvelle réglementation qui a été imposée par la région Wallonne. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on espère qu'un entrepreneur remportera les deux. La piège, ce qui sera et pour le Pimassy, justement, les différents points qui ont été évoqués, vous allez ça va être soumis prochainement le conseil ou ça va être fait? Mais c'est ce que Michel a dit, donc les demandes de prix vont partir le 1er octobre, et puis pour le Pimassy aussi. En fait, je pense que ce qu'on veut dire, c'est que le Pimassy est déjà intégré dans les documents du point 13, c'est ça? C'est pas juste sur le PIC, c'est vraiment les deux ensemble. Mais moi aussi, j'avais compris comme Olivier, donc vraiment, je pense que le document que tu vas préparer va être très très... On ne parle pas de Pimassy, donc... Ah oui, d'accord. Donc, les deux sont lancés en même temps. Ce document va être super utile, donc je pense que voilà, on attend ça avec impatience pour mieux clarifier le point et pouvoir lever notre présence sur le terrain. Justement, par rapport au poids de la rue de Pousset, le prolongement de la rue de Pousset, il y a une borde de terrain qui a dû être achetée, justement pour faire le passage, le trottoir et le papier de la piste cyclable. Ça en est où ce dossier? C'est clôturé? C'est en ordre? C'est chez les notaires. Si c'est pas en ordre, on ne sait pas le faire, évidemment. Comment? Je dis si c'est pas en ordre, on ne sait pas faire les travaux. Il faut d'abord demander le prix aussi. Oui, aussi. C'est pas pour attribuer, donc ne se cassez pas. Tout va bien, tout va bien. On ne sait pas faire tout en même temps. D'accord. Vous savez comme moi que chez les notaires, ça prend un certain temps. Ça ne se fait pas d'un truc ni un rapport. Ok, ça va, c'est chez le notaire. Moi, j'ai terminé. C'est tout. Pas d'autres questions? Merci au vote, Jean-Marie. Oui. 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 Oui, sous réserve de la réception des informations complémentaires de la discussion. Oui, sous réserve de l'approbation. Oui aussi, du coup. Pareil, oui. Oui, sous réserve de plus de clarification. Et oui, sans réserve, parce que c'est clair. Le provisoire, etc. Tout est clair pour moi. Voilà, bon, on en vient aux communications. La première communication, c'est que ce conseil est le dernier qu'on fera ici dans cette salle pour cette année, puisque les prochains conseils auront lieu à Montmal, à l'école de Montmal, dans le réfectoire. Et pendant cette période-là, on va rénover la salle. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est un point qui doit passer en communication. Donc on a reçu des documents nous permettant d'adhérer à un droit de tirage dans le cadre d'une circulaire, dans le cadre de l'accord TOP 3. Donc c'est en compensation de la non-taxation sur les pylônes de télécommunications. Et il y a un droit de tirage qui est créé, donc qui serait plus ou moins à l'heure actuelle de 60 000 € pour les communes de notre taille ou 100 000 € pour les plus grandes. Et droit de tirage pourquoi? Pour de la cybersécurité, dématérialisation, etc., tout ce qui est au niveau informatique.
ce n'est pas pour du personnel, du matériel, mais plutôt des logiciels ou de la recherche, etc. Voilà. Ça, je vous cède la parole pour la communication. Simplement pour vous rappeler qu'il y a une réunion citoyenne à Poussel le mercredi 1er octobre. Mercredi prochain. À 19h30. 19h30. Voilà. À la salle Poussel. Qui concernera bien sûr les habitants de Poussel. Oui. Vous prenez Oui, une bonne nouvelle pour les enfants de nos écoles et pour les parents, puisque nos devoirs vont renaître de septembre. Donc, vous savez qu'on a fait un appel pour trouver des bénévoles pour s'occuper de nos devoirs. Donc, c'est une réussite puisque nous avons 9 bénévoles qui vont s'occuper. Donc, on a fait une réunion ici lundi avec tous ceux qui s'étaient présentés, avec l'ATL et aussi le coordonner tout. Donc maintenant tout est en place et le devoir commencera le 6 octobre. Et comme ça, donc, on a plus ou moins une douzaine d'enfants, 12-13 enfants par implantation qui se sont inscrits. Et là, vous avez encore plus Oui, mais là le problème c'est qu'on va ça de coincer parce que bon, on veut aussi que ce soit efficace et que les bénévoles ne soient pas débordés. Quoi. Donc, en fait, on a créé des binômes pratiquement pour tous les jours, donc comme ça il y aura 2 personnes qui seront ensemble pour s'occuper des enfants. Donc, voilà. Bonne initiative. Oui, et on fera le point juste avant le premier congé, donc après 2 semaines, donc pour voir un peu les retours des bénévoles, pour voir un peu ce qu'on peut faire pour améliorer les enfants. Je ne sais pas si Hélène vous a dit quelque chose. Non, on se réjouit que ça reprenne, ça c'est sûr, je veux dire, c'est bien. Et on remercie d'avance les bénévoles qui vont s'impliquer. Il y a des beaux profils, enfin je veux dire, c'est des gens extrêmement motivés, beaucoup d'anciens instituteurs ou professeurs, et même s'ils ne le sont pas, enfin c'est des gens qui veulent consacrer du temps, donner leur temps aux enfants, donc c'est vraiment très chouette. Et la collaboration entre le CPS, l'école et l'ATL est tout à fait fluide, et donc il n'y a aucune raison pour que ça se passe pas bien. Oui, c'est vraiment une très bonne collaboration avec le CPS. Le devoir renaît de ses cendres, comme tu l'as dit. J'ai deux communications. La première concerne le terrain qui se trouve rue Haute en face du centre culturel. Donc en fait, et s'il y a une erreur, c'est la mienne, donc excusez-moi. Ce terrain donc, qui appartient à la commune est utilisé pour l'instant par le PCDM. Donc on a trouvé que ce terrain avait beaucoup d'avantages pour les activités du PCDM, et le PCDM trouve pas mal, je pense, d'intérêt. Donc c'est eux qui l'entretiennent, il y a tout un projet qui est en cours. Maintenant effectivement, ce que nous allons faire, c'est une convention avec le PCDM pour une durée d'occupation et de 50 ans. On n'a pas encore déterminé de durée, mais par contre, voilà, effectivement, ça vaut la peine d'éclaircir le sujet, enfin, le point aujourd'hui soir. C'est un peu court pour pouvoir le mettre à l'ordre du jour, mais on en parlera au collège et avec le PCDM. Et la deuxième communication, c'est concernant l'usine de méthanisation entre Odège et Poussey. Donc, vous savez qu'avec la commune, enfin, le collège a décidé d'aller en recours. Et pour que ce soit clair, je vais vous lire le communiqué, l'information que nous allons mettre ce soir, qui est mise maintenant sur le site de la commune. Donc, voici le texte. Dans le cadre de la demande de permis unique relative à la construction d'une usine de biométhanisation introduite par la société Bioflex SRL, la région wallonne a décidé d'octroyer le permis sur recours. Pour rappel, lors de l'instruction du dossier, ce sont près de 750 réclamations s'opposant au sujet qui ont été introduites. C'est dans l'optique de soutenir ces citoyens et de présenter au mieux
de représenter au mieux leurs intérêts que la commune de Remicourt a décidé d'introduire un recours contre la décision d'octroi du permis unique délivré par la région wallonne. La quiétude des riverains, tant en matière de nuisance qu'en matière de mobilité, se doit être prise en considération et défendue. D'autant plus que de nombreux questionnements persistent quant à la finalité de ce projet et à sa réelle plus-value pour le bien commun. J'ai une petite question par rapport à ça. Pas sur le bien fondé de faire le recours ou pas du tout. Hein. C'est une question de procédure pour justement qu'il n'y ait pas de problème après. Est-ce que c'est parce que ça a été décidé uniquement par le collège? Et donc la question, c'est est-ce que ça ne devait pas passer au conseil, cette décision-là de faire le recours, pas pour dire qu'on va voter contre. C'est pas ça. C'est simplement, est-ce que c'est pas le conseil qui devait donner son aval pour faire le recours? Parce que ça, pour le coup, j'ai la référence légale, c'est le collège qui peut décider seulement si c'est en référé ou si c'est une mesure conservatoire. Donc, n'ayant pas les éléments du dossier, je ne sais pas où on en est, mais si jamais c'est pas en référé ou mesure conservatoire, il faut que ça passe au conseil. Donc, c'est justement, maintenant, je ne sais pas, quelque chose qui va laisser un avocat qui... Oui, c'est l'avocat à qui il faudrait peut-être attirer, auprès de qui j'y arriverai, il faut peut-être attirer l'attention pour voir si c'est pas l'acte du conseil pour ne pas qu'on vienne vous dire après que pour une question de procédure. C'est dans les mains de l'avocat de la commune et c'est vrai qu'il va nous revenir peut-être avec des infos nécessaires, la volonté d'introduire le recours. Maintenant, les modalités, on attend encore des nouvelles de l'avocat de la commune. Quand tu fais référence, c'est le fait que c'est la commune qui est, et à partir du moment où, enfin, quand elle se défend, il n'y a pas besoin que ça passe devant le conseil, mais quand la commune est. C'est ça. Oui, je crois. C'est ça. C'est comme ça. Et alors, du coup, ça je l'ai, c'est article L1242-1. Parce que ici, pour le coup, je l'ai. Je n'avais pas l'autre truc, mais ici, je l'ai. J'ai encore juste une autre demande, c'est pour le centre culturel, là dont on vient de parler. Il y a une dame, pour voir si c'est possible de faire quelque chose, qui explique, mais je ne vois pas très bien la configuration, mais enfin qui explique que dans la cour derrière, il y a des gros spots qui éclairent fatalement la cour, et qui dit que ça se répercute dans sa chambre. Et elle expliquait que, moyennant le fait de mettre éventuellement un cache au-dessus des spots, ce qui n'aurait apparemment pas d'impact sur l'éclairage de la cour, ça lui permettrait de ne pas avoir l'éclairage dans sa chambre à coucher, donc pour voir si c'est possible éventuellement de voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Et pardon? Oui, c'est ça. Et deuxième demande qu'elle avait, c'est apparemment il y a des valves au centre culturel pour mettre des activités, mais qui ne sont pas complétées, enfin c'est pas l'objet de la demande, c'est simplement qu'il y a fatalement des activités qui amènent beaucoup de gens et donc la rue est remplie de voitures et elle aimerait bien pouvoir être au courant avant, je ne sais pas, via le site internet peut-être, via un mailing ou quoi, simplement quand c'est des événements qui sont susceptibles d'amener beaucoup de monde pour qu'elle puisse prendre ses dispositions avant en termes de places de parking et de choses comme ça. Donc j'ai dit que j'allais relayer la demande pour voir si c'est possible éventuellement d'avoir un affichage sur le site de la commune. Il y a l'agenda culturel. Ah oui, pardon. L'agenda culturel. Il y a l'agenda, il y a le site. Sur le site culturel, il y a le programme. C'est pas, je me dis que c'est pas mis à jour, je n'ai pas été de quoi elle parle, j'en sais rien. Voilà. Il répercute chaque activité en mettant si c'est complet ou non, oui, en disant il reste quelques places ou pas. Sur le site du centre culturel, tout est. Et qui est facile d'accès. Voilà, alors bah, s'il y a ça, mais s'il y a juste moyen de regarder peut-être pour les lampes, sans que ça n'impacte le. C'est la maison qui est située où? Parce qu'il faut qu'on sache. Je ne sais pas exactement. De toute façon, vu la disposition, je n'ai pas réussi à la retrouver dans Pour plus de facilité pour le centre culturel, elle peut se présenter au musée. Et les bureaux du centre culturel, ils ont des formats papier pour l'agenda planning. Où ça alors? D'aller où? Au musée. Ah voilà, c'est ça. Et oui, ils ont pas papier. Ah voilà, c'est ça. Merci. Une rencontre est prévue entre la voisine et le centre culturel. Ah bah voilà. Donc tu connais son nom? Moi je ne connais pas son nom, je ne connais pas personnellement. Elle est venue hier, la rencontre est venue hier, mais je n'ai pas entendu parler de l'éclairage, etc.
Donc voilà. Et juste encore une autre question mais qui n'a rien à voir. Est-ce qu'on a eu le retour de la tutelle pour le texte là pour le DG pour relancer la procédure? Encore? Moi j'ai un point concernant la mobilité aussi. Le dimanche quand il y a foot à Momal, la circulation est parfois compliquée, il y a des citoyens qui sont venus nous trouver. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, enfin j'ai rien contre le foot, tant mieux pour eux qu'il y ait du monde, je crois bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution pour qu'il y ait moins de parking sauvage, si je peux l'appeler comme ça, peut-être autoriser que d'un côté le parking pour que ce soit plus facile de circuler ou mettre à sens unique, je sais pas. Voilà, moi j'essaie d'une idée comme ça, c'est plus voir s'il y a moyen de. On discuterait avec le conseiller en mobilité. Très bien. Dépêche-toi parce que dimanche c'est Montmartre-Lorraine. Et il y aura énormément de monde. Hein. Mais quoi avec les 2000 qu'on avait par le passé quand où on se plaignait jamais. Parce que tout le monde était content de voir que ça fonctionnait bien. Je ne me plains pas personnellement. Hein, non. Voilà. Il y a la vélo. En tout cas, vous avez tous. On ira à pied. Très bien. Ça vous fera l'oxygénation. Moi j'ai une question de mobilité, mais pas sur les routes, dans les airs. On sait que les frelons asiatiques c'est vraiment une catastrophe et elles nuisent aux abeilles mais aussi à tous les insectes et donc aussi indirectement à nous. Alors je sais que toutes les communes avoisinantes, Comicourt inclus, se voient pour en discuter vendredi prochain. On aimerait bien voir ce que vous avez en tête afin d'endiguer le problème et surtout s'assurer que vous êtes bien entouré de spécialistes pour ne pas prendre une décision, allez, je vais dire péjorativement, juste politique, mais vraiment prendre des décisions qui ont du sens et qui vraiment vont avoir un impact. C'est la moindre des choses. Bon, en fait, on va pas des clowns, hein. On se voit vendredi prochain donc, avec les communes avoisinantes. Donc, on est 11 communes à se retrouver ici même vendredi prochain. On aura pour l'instant, on a les conseils de Mme Caroline Salmon. De pousser, oui. Ouais, qui est apicultrice et vétérinaire. Et on prend nos informations à gauche. On a reçu de l'Union des villes et communes justement des informations cette semaine. Et c'est un sujet qu'on prend vraiment au sérieux parce que c'est la commune de Romicourt qui a pris l'initiative de contacter toutes les communes autour. Parce qu'on s'est dit que ça ne servait à travailler sur notre territoire si les autres ne le font pas. Tout à fait, et c'est bien d'aller prendre les best practices qui existent déjà, par exemple à Saint-Georges ou dans d'autres communes, tout à fait. Voilà. Mais c'est ça qu'on va faire en fait. La première rencontre qu'on aura vendredi, c'est vraiment une rencontre où on va s'échanger toute une série d'informations. Parce que moi, naïvement, j'entends qu'à Crisnay, ils peuvent pucer et retrouver les lits, mais il faut savoir que c'est 3 000 € pour 10 puces. Hein, donc, il le faut à Saint-Georges aussi. Voilà. Mais là, en fait, ce sont les apiculteurs qui prennent ça en charge eux-mêmes, puisque c'est pour le bien-être de leur terre. Dans les communes, il n'y a pas de communes qui ont fait ça pour l'instant à leur charge. Mais nous, ici, l'idée, c'est aussi d'acheter en commun des pièges, de former des citoyens à l'utilisation de ces pièges-là, parce qu'il faut aussi les relever, il faut aussi les changer, etc. Et donc, il y a un timing qui est prévu, une rencontre le 3 octobre, une autre rencontre citoyenne cette fois-là au mois de janvier, donc on invitera, je pense, au centre culturel de Romicourt, les habitants, mais pas que de Romicourt, toutes les communes concernées. Et on se fait guider aussi pour la région wallonne, ce sera début du mois de mars, mais il n'y a pas de date parce que apparemment ça dépend de la météo, ça dépend de beaucoup de paramètres que moi je ne maîtrise pas, pour qu'il y ait vraiment que tout le monde lance ensemble sa pose de piège, de soit le plus efficace possible. Et est-ce que vous comptez prendre contact avec des groupes de citoyens qui marchent ensemble dans nos villages pour justement qu'au printemps, ils puissent regarder et voir si des listes développent? Oui, ben c'est pour ça qu'il y aura la rencontre citoyenne au mois de janvier. Tout le monde sera invité, bienvenu. Maintenant, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas tous concernés par le sujet, d'autres beaucoup plus. Et je crois que ceux-là d'eux-mêmes viendront s'ajouter au groupe. Et évidemment que
la lutte contre les frelons asiatiques, c'est vraiment une lutte citoyenne. Hein. C'est sûr que si on n'a pas plusieurs citoyens qui veulent s'impliquer, ça va être compliqué, même avec la meilleure volonté du monde, de la part de la commune, c'est sûr. Et vous, tu parlais d'acheter en commun des pièges. Est-ce que c'est aussi sur la table de payer pour les destructions de nids qui sont trouvées à charge de la commune. Ça, c'est d'office à charge de la commune, contrairement aux frelons européens, par exemple. C'est déjà le cas maintenant? Oui, c'est d'office. Donc, si un particulier a envie de détruire un nid de guêpe ou un nid de frelon européen, c'est à charge, c'est ça. Mais si même le nid de frelon asiatique est pleinement d'une propriété privée, c'est la commune qui va payer l'intervention et qui va prendre les contacts nécessaires pour faire détruire le nid. Et vous avez eu beaucoup de demandes cet été? Une dizaine. C'est d'ailleurs à l'initiative de notre commune qu'on se regroupe avec plusieurs, enfin on voudrait bien faire un marché conjoint. Comme ça, quand un marché, c'est attribué à une personne pour la destruction des nids, c'est beaucoup plus rapide que s'il faut consulter 3 opérateurs économiques. Et donc voilà, c'est à l'initiative ici de notre responsable environnement qui a voulu faire un marché conjoint avec plusieurs communes. Et voilà, le but, il faut intervenir plus rapidement. Et voilà. Donc c'est bien à charge de la commune, mais ça ne se fait pas la commune. Une dernière mini-question. La séance du 3 octobre est publique ou c'est... Vous débrieferez après là-dessus pour nous donner un feedback? Le 3 octobre, on se voit avec les échats de l'environnement et les employés de l'environnement de chaque commune. Voilà. Dans un premier temps. Après, moi je mise beaucoup sur la rencontre du mois de janvier, essayer de motiver un maximum d'habitants. Et je pense que les agriculteurs eux-mêmes pour faire un peu de ramdam, parce que ça, évidemment, ça les intéresse aussi qu'il y ait une lutte efficace. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres communications ou d'autres remarques? Une fois, 2 fois, 3 fois. Bien, nous allons clôturer donc la séance publique. 25 septembre. Voilà.